c'est inscrit dans la Constitution que le mariage est un acte d'une seule. Vous avez dit par ailleurs que vous ne souhaitiez pas l'abrogation de la loi, mais sa réforme. Est-ce que ça n'est pas faire bon marché de quelque chose qui est central dans la loi, à savoir que justement, désormais, ce n'est pas une ouverture du mariage à une certaine catégorie de gens qui en sont exclus, mais c'est un changement de la définition même du mariage qui n'est plus, dans la loi française, l'union d'un homme et d'une femme. Alors comment pouvez-vous concilier les deux? Voilà. Alors, en fait, c'est une histoire de terminologie, car évidemment, juridiquement, notamment avec la proposition de loi dont vous parlez, c'est une abrogation pure et simple de la loi qui va se réaliser, notamment parce qu'on va abroger 2 ou 3 articles les plus importants. L'article 143, qui dit que le mariage est l'union des personnes de même sexe et des personnes de sexe différent. Cet article 143 doit être abrogé. Très important, l'article 6-1, qui est l'article qui dit que l'adoption plénière, donc qui efface les origines biologiques et qui refait une filiation par les adoptants, elle est ouverte aux personnes mariées, des hommes ou femmes, ou hommes-hommes ou femmes-femmes, enfin, de même sexe. Évidemment, monseigneur, ceci est une abrogation juridique. Donc il y aura une abrogation. Ce que nous voulons bien expliquer, c'est qu'à l'avenir pour tous, nous avançons sous le terme de réforme pour la population, qu'elle ne prenne pas la violence du mot abrogation, qui a 2 sens, comme le mot mariage, comme le mot adoption. Eh bien, nous portons la façon de le dire qui est celle qui ne heurte pas. Évidemment, ils diront qu'on avance masqué, que machin. Non, il y a une abrogation juridique. J'ai un peu de mal à voir votre différence de position à tous les deux. Parce qu'en fait, dans l'esprit des gens, quand on dit abrogation, dans le grand public, il entend abrogation des droits d'union. Vous avez bien saisi que nous conservons, pour obtenir ce résultat de la restauration de la filiation, nous conservons les droits patrimoniaux ouverts. C'est-à-dire, je suis obligé de vous le dire, de ce que nous portons à l'avenir pour tous, les couples iront en mairie, hein, les couples hommes-femmes, hommes-femmes-femmes auront transmission d'héritage, divorceront. Le terme est que ça ne peut plus s'appeler mariage parce que le mariage est réservé, notamment dans l'ordre juridique, dans la Constitution. Ça, c'est important. Déjà, obtenir ça, c'est arrivé. Avec, quand elle laissait l'union civile. La Slovaquie a voulu faire que la Constitution sans droit d'union aux homos. Ils ont perdu leur référendum. Ça marche. Ça va de pair, si vous voulez. Et c'est le seul moyen de remettre, en fait, quoi? L'ordre naturel au-dessus. C'est le primat de l'humain naturel, de l'humain biologique. Mais on ne peut pas en arriver à ce processus qui dit, que je comprends chez certains croyants, et que on a tellement de débats là-dessus, que le couple même ne peut pas être lui-même vicié dès le départ, si vous voulez. Mais ça, dans l'esprit français, ça n'est pas possible. Donc, il y aura abrogation juridique. Nous, à l'avenir pour tous, nous voulons l'annoncer différemment. C'est une annonce, c'est un kéros différent. Et que ceux qui disent abrogation et qui ont une population qui répond à cette abrogation, parce que c'est une partie des électeurs, hein, les catholiques ou d'autres populations, qui ne veulent pas considérer même qu'il y a un autre couple que le couple homme-femme, je le conçois. Je vais vous dire une chose, c'est que moi-même j'ai fait un travail là-dessus. Parce que pour vous dire, je ne le comprenais même pas. Si vous voulez, moi je viens de l'autre bord. Donc j'ai fait un chemin pour comprendre ça. Et qu'effectivement, dès lors que l'union, on l'a dit union, bah, c'est très ennuyeux parce qu'il y a des enfants au milieu. Bon, mais il faut bien arriver à trouver le rassemblement à un endroit qui est un endroit où il va falloir trouver les 2 majorités en France. Eh bien, c'est un vrai problème aujourd'hui. Nous n'avons pas les moyens financiers, techniques de faire les sondages et il va falloir les faire. Qu'est-ce que vous voulez que j'avance, moi, nous, parce que j'espère bien qu'il y en aura bien d'autres qui iront voir leurs candidats, même les candidats, les nationaux, Sarkozy, Fillon et compagnie. Vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer ici. On dit, oh bah, de toute façon, c'est sûr, c'est machin, c'est tout. Non, on n'en sait rien. Et qui est-on pour savoir? Comment peut-on savoir? Souvenez-vous de M. Hollande,
à 1 an et demi de l'élection présidentielle. Ce que je veux dire, c'est qu'on a 2 ans. Ce temps est un temps unique dans l'histoire de l'humanité. C'est ces 2 ans, est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on prend nos responsabilités en main? Chacun, les clercs, les citoyens, les politiques, parce que, attendez, ils sont gentils, mais il va falloir aussi qu'ils aillent au bout de ce qu'ils nous disent. Hein. Ils étaient dans la rue tout contents, oh, c'est formidable, et regardez comment on s'est fait élire, et les municipales, la vague bleue. Mais merci à qui la vague bleue? Merci à vous. C'est vous la vague bleue. Et bien aujourd'hui, il n'y a pas la moindre des demandes de la vague française citoyenne dans leur programme de vague bleue. Ah non, Madame Barjot, les municipales, c'est pas le moment de parler de la filiation, de la famille. Ah bon? Les municipales, c'est pas les maires qui marient? Ah ben non, c'était pas le moment. Et puis alors les européennes, c'est eux qui sont en train de défaire toute la filiation humaine à la Commission, enfin au Parlement européen. Ah non, c'est pas le sujet. Comment c'est pas le sujet? La PMA et la GPA, c'est pas le sujet européen? Et là, on va arriver au régional, idem, et départemental, la petite enfance, les PMI, tout ça. Ah ben non, c'est pas le sujet. Ils nous prennent pour qui, honnêtement? Sans déconner. Ils se fichent de nous. Vous avez l'impression d'en avoir vu certains, et que donc les autres avaient abandonné. On n'a rien abandonné. Si vous voulez, le ONLR, il est pour nous aussi. On ne lâche rien. Quand nos vies entières sont données à cela, je vous assure, et que Julie qui est là a repris le flambeau aussi, parce qu'il faut des têtes nouvelles, parce qu'il faut des porte-paroles différents, parce qu'on ne peut pas être, parce que simplement le combat brûle, le combat médiatique, il tue. Et je suis très contente ce soir que Julie soit là, que Nathalie puisse prendre aussi sa part de responsabilité les uns et les autres. Et les garçons, Arnaud, je vais te donner aussi la parole, parce que les garçons homosexuels qui défendent la valeur humaine des femmes, ils sont au centre même du basculement. Tout le monde s'est servi de l'alibi de l'homosexualité pour faire basculer. Et bien, vous savez quoi? On va faire comme nous. Mais là, on précise quelque chose. Non, ça c'était plutôt une réflexion personnelle. Je crois que pour nous battre jusqu'au bout, il faut nous battre sur le fond, il faut nous battre sur la notion de nature humaine. Nous sommes dans une société transgressive où on considère que la nature humaine consiste dans la possibilité de transgresser les limites de sa propre nature. Voilà. Et lorsqu'on délivre le message que vous délivrez, avec lequel je consonne bien entendu, eh bien, nous appelons nos frères en humanité, nos frères et nos sœurs en humanité, à reconnaître que être humain, c'est accepter des limites. Et la première limite, c'est qu'on est homme ou femme. On n'est pas l'un et l'autre, on n'est pas ni l'un ni l'autre, on est l'un ou l'autre. Et ça va exactement à l'encontre du message qui est délivré par l'intelligentsia, France Agriculture, en premier rang. Voilà, donc il faut être bien conscient, il faut être conscient que corrélativement, le combat que vous menez ne peut pas aller sans la proposition d'une réflexion de fond sur ce que c'est que la nature humaine. Alors l'Église y contribue pour sa part, mais ça dépasse l'Église parce que c'est une question philosophique, et cette question philosophique, elle est adressée à tout un chacun, pas seulement à ceux qui font de la philo leur métier. Voilà, tout ce que je voulais dire. Merci Monseigneur. Merci beaucoup. Si je suis venu ce soir, parce que j'ai d'abord conversé par téléphone avec Brigitte Barjot, que je connaissais par l'image médiatique déplorable qu'elle a déformée. Elle m'a spontanément invité à venir. On a discuté longuement, très longuement. 3 heures au téléphone. 3 heures au téléphone. On s'appelait pour 5 minutes, mais bon, il m'est sorti quelque chose d'important. C'est que je me suis aperçu que j'avais pris une position sur le mariage au moment des débats en essayant d'être le plus objectif possible. Pour ce faire, j'avais déjà un avis personnel, parce que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas être neutre. Les politiques qui n'ont pas pris position pour ou contre, d'ailleurs, sont des faux culs, pardonnez-moi. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui nous concerne tous. On n'est pas sur un pays de 65 millions d'habitants, 1 million de personnes dans la rue en claquant des doigts sur quelque chose qui ne concerne pas intrinsèquement tout le monde. Ça concerne tout le monde parce que ça concerne éventuellement nos enfants ou les enfants élevés potentiellement par des couples de même sexe. Mais sur ce point, j'y reviendrai.
L'Église et ses positions sur les tout d'abord, l'Église n'a pas à être moderne. Quand j'entends dire que Jean-Paul II était un pape moderne, c'était un pape à l'écoute du monde, mais le pape et les évêques, les cardinaux, etc., n'ont pas à être modernes. Ils ont à nous donner une ligne de conduite qu'on est libre de suivre ou de ne pas suivre, que l'on peut ou que l'on ne peut pas aussi suivre, de par nos natures, nos inclinations personnelles, notre éducation, etc. Quoi qu'il en soit, l'Église est faite pour rappeler la parole des évangiles et la parole de Dieu. Ça, c'est une évidence. Le pape François, et j'en suis très content, a tendu une main, et c'est quelque chose d'énorme de la part d'un pape. Parce qu'on voit ça de notre point de vue de français. Tu es toi-même catholique? D'origine catholique, c'est-à-dire que mes parents ont été élevés dans la pure tradition catholique, dans la pure tradition chrétienne, mais ont décidé que je choisirais plus tard. Alors, mes inclinations personnelles vont bien entendu vers le catholicisme, déjà parce que j'ai fait une école religieuse pendant 3 ans, Saint-Nicolas et Issy-les-Moulineaux, et que je trouve que c'est la plus belle religion parce que c'est la seule où Dieu s'est incarné homme. Donc comprend les hommes et ses défauts. Tu veux dire pas vache? Comment? Pas vache? Non, pas vache, mais bon, et puis c'est la seule aussi qui soit structurée comme un État, avec des représentants, etc., qui soit également sur le plan philosophique incarné. Bon, mais je ne suis pas là pour faire l'éloge du catholicisme, vous, théologiens, vous le feriez beaucoup mieux que moi. Simplement, j'étais très hostile à toute cette vague de la manif pour tous, etc., et je me suis déchaîné comme beaucoup de bœufs sur Twitter sans réellement comprendre l'essence même des choses. Alors, le pape François a ouvert la porte, a tendu la main, et c'est énorme parce que c'est ce que j'étais en train de dire, il n'y a pas que la France, le pape est le représentant mondial du christianisme, et un message peut être perçu différemment selon les pays, et une grande prudence doit être, etc. Mais son message est énorme. Et bien entendu, les débats en France sur le mariage pour tous et ailleurs en sont à l'origine. Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse à quelque chose. Le mieux, c'est qu'on aille tous vers Dieu. Le chemin le plus court est d'avoir une vie respectueuse du vivant, tout ce qui est vivant, surtout l'humain, y compris l'enfant, et de suivre autant que possible au moins les 10 commandements. Déjà, on a des milliers de lois, mais si déjà on suit ça, on est dans les clous. Pour la sexualité et pour la nature personnelle sur ce plan, je vous dis en face, on ne le choisit pas. On ne le choisit pas. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Je suis homosexuel, c'est la première fois que je le dis en public, parce que je trouve extrêmement vulgaire de mettre en étendard sa sexualité. Je trouve ça d'une vulgarité inouïe. Et tous ces pseudo-vedettes qui mettent ça en avant, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à mettre en avant. Moi, engagé en politique dans ma ville, j'en parle jamais en public. Parce que quand on prend une position sur l'urbanisme ou autre, quel est l'intérêt de savoir dans l'alcôve ce qu'on fait, franchement bon, ça n'apporte rien. Et je trouve ça vulgaire. Là, ce soir, je suis obligé de faire une exception. Et je vous le dis clairement, on ne choisit pas. Avant d'être un homme d'église, un théologien et féru de philosophie, vous êtes un homme. Vous avez peut-être atteint un niveau de spiritualité qui est supérieur au mien, mais vous avez au minimum eu des désirs, étant adolescent, étant jeune homme. Est-ce que vous les avez choisis? On ne choisit pas d'être sensible au regard de sa charmante voisine ou au sourire de son beau collègue. On ne choisit pas ça. On ne choisit pas. Et le pape François, visiblement, l'a compris. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne choisit pas, tout est permis. Est-ce que c'est naturel? Ça existe dans la nature, mais ce n'est pas la norme. C'est pas normal d'être homosexuel, clairement. Non, la norme c'est d'être homosexuel, que l'homme soit attiré par la femme, que la femme soit attirée par l'homme, et qu'on fonde famille dans les liens sacrés du mariage, et c'est l'idéal. Mais il existe autre chose. Si Dieu avait voulu qu'on n'existe pas, eh bien, ce serait comme les fœtus mort-nés parce qu'il y a une malformation ou autre. Dieu nous a mis là, avec ce fardeau. Quand on est adolescent, c'en est un. À mon âge, c'en est plus un. J'ai 37 ans. Et ce n'en est pas un en France. J'invite les gays à être un peu plus modérés dans leurs revendications pour 2 raisons. Déjà, parce qu'il faut regarder ce qui se passe au niveau international, en Iran ou ailleurs. Ils demandent simplement à ne pas être exterminés, à ne pas être tués.
Et en France, on en est à avoir quelques lobbies de tarés, clairement, qui voudraient remplacer l'hétéronorme, qui de toute façon est immuable. Avec ou sans le religieux, l'hétéronorme est inaliénable. Inaliénable, c'est la base même de tout mammifère et de toute espèce vivante, excepté quelques plantes, hermaphrodites. Sauf qu'ils sont en train de faire... Oui, sauf oui, qu'on va favoriser mais les chaque minorités, on va faire muter chaque caste ou chaque ghetto, chaque groupe d'influence minoritaire qui tente d'obtenir par des voies X ou Y des droits excessifs et qui les obtient, le paye un jour. Ce qui revient à dire que si on était resté dans l'union civile, on peut l'appeler mariage ou non, on peut en débattre. Vous, bien entendu, monseigneur, je comprends que vous soyez hostile au mot mariage, parce que ça rappelle clairement le mariage chrétien, et je le comprends. Moi, je suis plus modéré. Question de christianisme. Le mariage est une institution. Oui. Dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, le mariage a toujours été l'union d'un homme et d'une femme. Excepté quelques exemples. Et le mot institution est un mot important. très important parce que ça vient d'un mot latin qui veut dire faire tenir debout. Oui. C'est ce qui fait tenir debout la société. Et après, la société peut être tolérante à quantité de choses, mais le mariage, c'est le mariage. Voilà, c'est tout. Nous sommes d'accord. Et puis alors, sur le point que vous évoquiez, j'ai une seule chose à vous dire, c'est que le Christ ne dit à personne tu es ceci ou tu es cela. Le Christ dit à chacun qu'il est aimé de Dieu. Mais il ne met pas les gens dans des catégories. Ce sont les hommes qui mettent dans des catégories. Parfois, ils se mettent eux-mêmes dans des catégories. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Bon, Pour l'exemple, oui. je sais pas ce que tu as dit. Oui. Pour l'exemple, involontairement, parce que ça s'impose. Il se paye un jour. Parce que toute minorité qui obtient des droits qui ne sont pas normaux au sens moral du terme, au sens anthropologique du terme, finit par le payer parce qu'il finit par se faire haïr des autres. Et c'est là où on réveillera encore davantage l'homophobie. Si, et j'en étais là, si on s'était contenté de faire un Pax amélioré, on peut l'appeler union civile, mariage effectivement sur le plan sémantique et philosophique, ça pose un souci, mais si on avait simplement pris le Pax et harmonisé les droits, personne n'aurait trouvé rien à redire, excepté quelques excités du bulbe bien connus, ça serait passé sans problème. Sur l'action purement politique du mouvement, c'est clair qu'il faut arrêter d'être dans le militantisme, mais être une entité politique. Ça ne passera que par là. Ça ne veut pas dire un parti politique avec des candidats, mais il faut professionnaliser les choses et avoir effectivement divers visages qui peuvent relayer le mouvement, parce que Brigitte Bardot, on l'a grillé dans les médias. Pas forcément définitivement. L'extrême droite, je pense qu'il faut clairement la laisser de côté, et je ne suis pas d'accord tout à fait sur les motivations de l'adhésion de certains homos très marqués à l'extrême droite. La gauche, dans l'esprit, dans l'inconscient, représente la mère, la droite le père, et l'extrême droite l'homme, avec tout ce que ça comporte de virilité et qui peut attirer éventuellement, hein, ou d'identification. D'identification, attirance, c'est très compliqué, tous ces mécanismes. Freud les explique mieux que moi. Mais je pense qu'il faut surtout, d'emblée, clairement, laisser le Front National de côté. Parce que sinon, en tout cas sinon ce sera sans moi déjà, mais en plus, ça va marquer le truc, et on va être assimilé à cette place et au Front National. C'est super important. Donc voilà, madame. Je pourrais dire quelque chose, mais très vite. À partir du moment où on peut faire des bébés in vitro, ça va être difficile de mener ce combat de filiation. On est bien d'accord, chère madame, on sait bien que c'est très difficile, mais si la loi déjà ne ment pas, on a quand même gagné le basculement. Et le basculement repassera par ceux par qui il est passé. Donc c'est important que ce jeune homme ce soit... oui, alors... Si la loi ne ment pas. La loi ment. La loi dit aujourd'hui, la loi Taubira dit qu'un enfant naît de 2 hommes ou de 2 femmes. Enfin, pas à chaque coup, mais qui... Voilà. Mais on y va tout droit, hein. Non, attendez, on va beaucoup plus loin. On va qu'un enfant naîtra d'une personne, point. Voilà. Et il aura une multiparentalité. Alors là, je me permets quand même de vous dire une chose. Notre mouvement commun a quand même gagné par rapport à la prévision du
président de la République et du gouvernement. 3 choses très importantes. 1, la PMA était sortie dès la première manifestation, c'est-à-dire en novembre, 17 novembre 2012. 17 novembre 2012. Ils attendaient, vous savez, moi on me disait, si tu mets 20 000 personnes à Paris dans la rue, pendant que Lyon se préparait, Monseigneur, pendant que les jeunes de Cosette et Gavroche, le docteur Nogier, Labouche et compagnie, les amis à Lyon, travaillaient parallèlement. C'est marrant, on ne s'était pas parlé et ils avançaient exactement au même endroit. Eh bien, on ne devait pas mettre plus de 20 000 personnes à Paris ou 30 000 personnes à Paris, on était 200 000. De ce jour-là, la PMA était retirée de la loi. Deuxièmement, à partir de là, la loi famille qui devait venir n'a plus du tout été celle qui était prévue par Irène Théry, qui était une explosion de la parenté en multiparenté. C'est-à-dire que l'enfant avait autant de parents sociaux qui avaient tous une filiation. Il était dans une filiation multiple et sa filiation était complètement éclatée aussi. Et on a gagné dans la loi autorité parentale et intérêt de l'enfant le fait quand même que même des parents séparés continuent à avoir une autorité parentale conjointe. Il y a une autorité parentale, elle est entre 2 personnes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'elle ne soit pas à égalité entre le parent éducateur et le parent biologique. Qu'il soit réservé aux parents biologiques. Voilà. Malgré tout ça, et parce qu'on a été éclatés, nous-mêmes, vous voyez, ils ont voulu éclater la filiation, ils ont éclaté le mouvement de la filiation, eh bien, tout le reste est passé. Dès le mois de juillet, c'était la recherche sur l'embryon. Ensuite, c'est les lois d'IVG qui sont absolument faramineuses. Enfin. Et le problème, c'est que personne n'a bougé. Vous avez essayé de faire une marche pour la vie avec Jean-Marie Le Mennet, et voilà, le soufflet est retombé. Vous comprenez qu'il faut reprendre l'expansion, qu'il faudra reprendre le poids politique, qu'il reprendra la loi de détresse. Aujourd'hui, on en a à l'avenir pour tous, pour qu'il y ait aussi des centres de maternité en planning familiaux. C'est-à-dire qu'on propose véritablement, et pas uniquement par des associations, Choisir la vie. Parce que pourquoi c'est toujours du caritatif catholique, alors que nous, ce que nous voudrions, c'est que ça passe dans la réalité des réformes de société française, de public, si vous voulez. Je pense que c'est complètement contraire à l'idéologie du planning familial. Oui, mon père, c'est bizarre, mais je suis un peu contraire à l'idéologie du planning familial. Le centre de maternité qui laisse... Si vous demandez au planning familial de faire ça, vous demandez au planning familial de se renier lui-même. Mais il y a un énorme travail à faire, mais c'est pour ça que je vous dis que le jour où marginalement on arrivera simplement, parce qu'on l'a fait une fois, à refaire un poids politique des défenseurs de l'humain premier devant le marché, alors que tout le monde bascule dans la commercialisation de tout et du vivant, eh bien, vous imaginez que l'effet de domino jouera en relèvement de domino. Vous avez des soutiens ou des personnes qui acceptent de domino? C'est ce qu'on vient chercher parmi vous, hein, mes enfants. Alors, qui des personnes officielles qui l'apprennent officiellement? Non, c'est à la base. À la base, à Nantes, on a vu les responsables de Nantes de Manifeste tous. Et quand on a demandé si on pouvait aller plus loin et faire quelque chose, parce qu'ils sont venus à un apéro qui n'était pas un vrai débat, et je les ai appelés, enfin quand même, on a fait tout ensemble, j'ai appelé Louis Mousnier à